Hello, I'm Severin Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. Today I am 29 years old, and I am speaking to you as someone who's expecting her first child. Losing the future is not like losing an election or a few points on the stock market. You are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You are deciding what kind of a world we are growing up in. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une enfant s'adresse aux responsables de notre planète. 18 ans plus tard, bouleversé par son discours, je réponds à Severn, en mettant en lumière des actions positives menées aux quatre coins de la planète par des personnes remarquables. Qui veut des fruits d'or? Ces femmes et ces hommes appliquent des solutions simples pour notre santé. Pour sauver la biodiversité. Quel monde allez-vous nous laisser? You grown-ups say you love us, but I challenge you. Please make your actions reflect those words. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Paul Jaude. Alors Jean-Paul Jaude, vous le connaissez très certainement. Il a été un des pionniers de Canal+. Il est désormais réalisateur de cinéma, essentiellement de films documentaires. Alors Jean-Paul, tu as monté ta société avec ton épouse Béatrice. Cette société s'appelle J+B. Séquence, pardon. Ton film précédent, Nos enfants nous accuseront, a eu un succès retentissant. Et là, tu viens à Poitiers pour nous présenter ton nouveau film, Severn, la voix de nos enfants. Donc on va parler alimentation. Hippocrate déjà disait au IVe siècle avant Jésus-Christ, alors Hippocrate c'est le père de la médecine, il disait ton alimentation est ta santé, à quelque chose près. Ton alimentation est ton premier médicament. Et ton premier médicament. Voilà. Alors où en est-on, Jean-Paul, aujourd'hui en termes d'alimentation en France et ailleurs dans le monde? Eh ben c'est le règne de l'alimentation chimique, issue d'une agriculture chimique et mortifère. Je pèse mes mots. Mortifère puisque les paysans eux-mêmes sont les premières victimes. Mortifère parce que cette alimentation génère des maladies chroniques, cancer, diabète, allergie, Parkinson, Alzheimer, voilà. Et puis la liste malheureusement est longue. Donc c'est une catastrophe, vraiment une catastrophe. D'abord pour l'homme, mais aussi pour tout le vivant, qu'il soit végétal ou animal, c'est-à-dire c'est une catastrophe pour la biodiversité et pour tout notre écosystème. Voilà. L'agriculture a une incidence colossale sur le réchauffement climatique. On le sait qu'elle influe de plus du tiers sur le réchauffement climatique et sur la santé. Donc le bilan, il est absolument catastrophique. Et ce que je trouve absolument scandaleux et absolument pas raisonnable, pour utiliser des mots plus consensuels, c'est que la France, qui a sans doute le meilleur terroir du monde, de la planète, seulement à peine 2,5% des terres sont en bio, c'est-à-dire cultivées selon une méthode respectueuse de l'environnement. Moi, ceux qui veulent manger chimique, des molécules chimiques de synthèse, pourquoi pas, si des gens préfèrent, mais au moins qu'on puisse avoir une grande partie de la population, au moins la moitié, si ce n'est la majorité, puisse se nourrir d'une façon correcte et naturelle, comme l'a fait l'homme depuis qu'il est sur la planète. Depuis l'Homo sapiens, 50 000 ans, il s'est tout le temps nourri selon une méthode respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire naturelle, c'est-à-dire bio. Voilà. Voilà la situation où on en est aujourd'hui. Très bien. Alors c'est vrai que la France est la deuxième ou troisième puissance européenne en termes d'agriculture, de production agricole, et que paradoxalement, nous ne sommes que 20e avec, comme tu l'as dit, 2,5% seulement de terres agricoles réservées au bio.
Alors régulièrement, Jean-Paul, les médias nous révèlent des scandales dus à l'alimentation, cette alimentation conventionnelle qui est de plus en plus décriée. Alors comment en est-on arrivé à une alimentation qui ne peut plus se passer d'intrants chimiques, conservateurs, colorants, exhausteurs de goût, correcteurs d'acidité, et je ne parle pas de la production agricole en elle-même, qui est saturée également de pesticides et d'engrais. Alors les industriels te diront, oui, mais rassurez-vous, nous maîtrisons, faites-nous confiance, nous tenons compte des DJA, les doses journalières admissibles, sachant que ces DJA ne sont pas calculés et évalués sur des années. Alors comment fait-on face à ces gens-là? Est-ce qu'il y a moyen de se défendre? C'est une dictature. Comment se défendre? C'est faire des films pour le cinéma, parce que le cinéma a un rôle important à jouer, d'information et de pénétration chez le spectateur, chez le citoyen. Mais il faut s'y opposer, il faut vraiment s'y opposer, parce que c'est un système qui nous emmène dans le mur. On est en train de tuer tout le vivant. Ces gens-là, en réalité, ce sont des gens qui font le lit, un lit très confortable de la pétrochimie. La pétrochimie a pris le pouvoir avec tous ses dérivés, hein, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique. Elle a pris le pouvoir, et au nom des normes de sécurité, on dit vous inquiétez pas, on maîtrise la situation. Il n'y a plus de microbes, comme il y avait il y a quelques siècles, sauf qu'il n'y a sans doute peut-être plus de microbes. Avant, les gens jetaient leur pot de chambre dans la rue, mais maintenant, on jette des milliers de tonnes de pesticides, c'est-à-dire des molécules chimiques de synthèse, qui ont un effet encore plus destructeur que ces microbes qu'on répandait dans les rues, un peu partout, sur les sols. Voilà. Et voilà aujourd'hui où nous en sommes, parce qu'en réalité, c'est un commerce juteux, qui est aux mains des spéculateurs essentiellement, et on ne se soucie absolument pas des générations futures et de la planète sur laquelle ils vont vivre. Parce que cette agriculture, encore une fois, et ces molécules chimiques génèrent la mort. Oui. Alors, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'aujourd'hui, en France et en Europe, l'industrie de l'automobile, lorsqu'elle valide un nouveau modèle, ce modèle est testé. Lorsque l'industrie du jouet lance un nouveau jouet, on le teste pour ne pas que ça occasionne des blessures aux enfants. La pharmacie fait la même chose concernant les molécules médicamenteuses qu'elle lance sur le marché. Dans l'agroalimentaire, manifestement, le Mediator a été testé? Alors, il semblerait qu'il l'ait été, mais pas suffisamment. Mais ce qui est dramatique, c'est que concernant l'agroalimentaire, aucun contrôle ne permet de savoir si on peut effectivement s'inquiéter des effets cocktails, c'est-à-dire de l'addition des différentes composantes chimiques, colorants, conservateurs, tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, dans l'organisme au cours d'une vie. L'effet cocktail est un problème. Alors là aussi, il est difficile d'y voir plus clair. Bon, on y voit clair. On y voit clair. Ces doses sont fixées par des laboratoires qui ne sont absolument pas indépendants. Des laboratoires qui, je trouve, sont un peu laxistes, même très laxistes, en disant, oui, le corps humain, ce sont des doses autorisées. Sauf, encore une fois, comme vous venez de le dire, et ça c'est très important, il n'y a jamais eu d'études là-dessus, sur le mélange, sur l'effet cocktail de ce mélange de molécules chimiques de synthèse de tous ces produits. Voilà. Le problème est là, c'est que les organismes de contrôle, notamment la répression des fraudes, les budgets ont diminué depuis presque 10 ans, ils ont diminué considérablement, il y a moins de personnel, ils se doivent, tous les ans, on estime à 5 milliards de kilos d'alimentation qui devraient être vérifiés. Et on en vérifie, c'est cet organisme des fraudes, c'est la Direction Générale de la Consommation et des Fraudes, hein. Concurrence, consommation, répression des fraudes. Oui, voilà. Et ils en vérifient à peine 5000 kilos. Donc, ça veut dire que quasiment plus de 4 milliards de kilos ne sont pas vérifiés. Il y a un problème. Voilà. Il y a un problème. Et voilà. Est-ce qu'on peut penser que le bio qui se développe est l'alternative à cette... Qui se développe très peu. Qui se développe très peu, c'est vrai. Pas suffisamment. Pas suffisamment, c'est ce qu'on peut déplorer. Mais qui
malgré tout, se développe à son rythme. Est-ce qu'on peut penser que cette solution est la bonne? Ben, bien sûr que c'est la bonne. Bien sûr que c'est la bonne, puisqu'il est démontré par la FAO, l'organisme d'agriculture des Nations Unies, qu'on peut nourrir jusqu'à 9 milliards d'hommes sur la planète selon ce mode d'agriculture biologique. Donc c'est la bonne. Pourquoi c'est la bonne? Parce qu'elle est respectueuse de l'environnement, notre écosystème et de la biodiversité, comme elle a tout le temps été depuis des on va dire des milliers d'années, depuis que l'agriculture existe, depuis 12 000 ans. Voilà. Alors pourquoi on sait pourquoi, mais je pose quand même la question. Pourquoi, depuis à peu près, on va dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a-t-on décidé de nourrir le monde avec ces molécules chimiques de synthèse? Eh bien, parce que un monsieur, entre autres, qui s'appelle Henry Kissinger, secrétaire d'État de M. Nixon, M. Nixon qui a pour lui la guerre du Vietnam, avec M. Kissinger, avec ses amis de la fondation Rockefeller, a déclaré, si on veut posséder le monde, il faut posséder l'alimentation. Voilà, donc on possède l'alimentation, on possède le monde, on affame l'humanité, Les pays du tiers-monde pourraient tout à fait être suffisants en agriculture si on les aidait à faire leur agriculture vivrière. Or, on les affame pour leur vendre nos rebuts d'alimentation, pour leur vendre très cher pour eux, pour leur vendre nos rebuts. C'est-à-dire qu'on spécule sur l'alimentation, on spécule sur le vivant, et ça, c'est pas acceptable. Moi, je ne l'accepte pas, je ne suis pas le seul, mais c'est pas acceptable. Pour se nourrir, il y a un prix minimum à payer. Et on ne spécule pas et on ne brade pas sur l'alimentation de nos enfants. C'est ce qu'on dit, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Alors, certains consommateurs, que je qualifierais de consommateurs avertis, estiment que le label bio n'est pas une garantie suffisante et ils souhaiteraient par conséquent avoir une plus grande connaissance de la nature du produit, de sa traçabilité. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'étiquetage, c'est l'opacité. Est-ce que là aussi, il n'y a pas anguille sous roche, comme on dit? Il n'y a pas, le bio, il n'y a aucune anguille sous roche et il n'y a pas d'opacité, c'est très clair le bio. Le bio, il y a un label AB qui appartient au ministère de l'Agriculture, pardon, et qui est tout à fait fiable, c'est sans doute un des plus sérieux sur la planète, avec Nature et Progrès, label Nature et Progrès, et puis Déméter, qui est le label allemand, principalement pour la biodynamie. Donc c'est un label tout à fait correct. Ce sont les agriculteurs, on est quand même dans un paradoxe incroyable en France. Un agriculteur bio doit payer tous les ans une certification. C'est-à-dire qu'en France, nous en sommes dans cette situation hallucinante, c'est de faire payer aux agriculteurs pour prouver qu'ils ne polluent pas, oui, tous les ans. Et là, il y a des contrôles inopinés qui sont faits tous les ans par des contrôleurs indépendants. On donne de l'argent pour polluer. Et plus ils polluent, plus on leur donne de l'argent. C'est-à-dire plus, puisque c'est à l'hectare. Alors plus il y a un agriculteur à l'hectare, plus on va lui donner de l'argent pour faire cette agriculture intensive qui marche par millions de tonnes d'engrais chimiques sur la planète et par des millions de tonnes de pesticides sur la planète. Voilà comment on fonctionne. C'est-à-dire, en France, ceux qui ne polluent pas doivent payer pour prouver qu'ils ne polluent pas, et ceux qui polluent, on leur donne de l'argent. Mais en termes d'aberration, on en voit d'autres. Les hyper-irrigants qui ponctionnent dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau, ils ne ponctionnent pas. Ils sont en train d'assécher et de définitivement vider les nappes phréatiques. Si on prend la Beauce, on dit la Beauce, c'est le grenier à blé de la France. C'est devenu l'endroit le plus pollué de France. En Beauce, il y a des communes où il est interdit de se laver les dents avec l'eau de la commune. Voilà. Non seulement les nappes phréatiques disparaissent, donc c'est-à-dire, ça s'explique très bien, c'est-à-dire qu'ils mettent des produits chimiques et les nappes se vident. Donc ce qui reste va inévitablement, d'année en année, devenir absolument pas consommable, puisque de plus en plus pollué. C'est ce qui est passé aussi en Bretagne. Alors, pour en finir avec le bio... En Bretagne, c'était les nitrates surtout. C'était les nitrates, tout à fait. Et là, ce sont des pesticides.
c'est pareil, hein, c'est un bon cocktail. Nitrates et pesticides, c'est excellent. En France, il y a 80 000 tonnes de pesticides qui sont répandus tous les ans, depuis 2001. En 2007, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Il était prévu que l'objectif à atteindre, c'était 50% de baisse des pesticides en 2015, ou truc comme ça. En 2009, on est toujours à 80 000 tonnes. On est toujours à 80 000 tonnes en 2009, sauf, c'est même quantité qu'en 2001, sauf qu'en 2009, les molécules, elles sont 100 fois plus puissantes. Voilà. Alors Jean-Paul, qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui disent, celles et ceux qui disent le bio oui, mais j'aimerais quand même savoir d'où viennent les matières premières qui ont servi à la composition, l'élaboration du produit. Est-ce qu'on peut d'emblée se dire le label est suffisant, c'est la preuve que le produit est réellement biologique, et à ce moment-là, on balaie toutes les inquiétudes ou éventuellement les craintes, oui, qu'on pourrait avoir concernant des matières premières d'importation. De l'importation. Mais attendez, pourquoi doit-on importer alors qu'en majorité, on peut être absolument autosuffisant en bio en France? C'est là-dessus qu'il faut centrer le débat. C'est pas commencer mais évidemment qu'il faut que ce qui doit être importé, il est hors de question de ne pas manger de temps en temps des oranges, de temps en temps boire du café ou du chocolat. Bien sûr, mais ça doit être bien sûr contrôlé. Mais avant tout, je crois que notre vrai combat et notre vraie préoccupation, c'est de préserver notre terroir et de l'ouvrir au bio, de l'ouvrir à une agriculture respectueuse de l'environnement. C'est ça le vrai combat. On apporte, je crois, c'est entre 60 et 80% du bio en France, ce qui est un non-sens total. Voilà. Alors les objectifs du Grenelle de l'environnement, c'est de mémoire 12% de bio en restauration collective à l'horizon 2012 et 20% à l'horizon 2020. On sait pertinemment qu'on ne les a pas et que ça nécessitera des importations et donc un bilan carbone calamiteux. Pourquoi vouloir du bio alors qu'on ne l'a pas et que ça va nécessiter donc du commerce? Est-ce que là aussi on n'est pas encore dans de l'effet d'annonce? Est-ce qu'il y a une réelle volonté des pouvoirs publics? Je ne crois pas. Ça, je pense qu'il n'y a pas une réelle volonté des pouvoirs publics. Je crains que le Grenelle ait été fait essentiellement dans un but électoraliste de la part du président de la République, qui aujourd'hui a sorti une phrase absolument incroyable au Salon d'agriculture. Les contraintes environnementales, ça commence à bien faire. Mais quand on est responsable d'un pays comme la France, pays des droits de l'homme, comment peut-on dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se moque des générations futures. Parce que si on n'accepte pas de vivre en harmonie avec l'environnement, c'est-à-dire de protéger encore une fois notre écosystème, on va disparaître. L'homme va disparaître. La nature, elle va rester. La planète, elle va rester. Mais nous, on va disparaître. C'est ça aujourd'hui l'objectif. C'est ça le vrai objectif. C'est pas les petits oiseaux, les petites fleurs. Bien sûr, c'est les petits oiseaux, les petites fleurs, mais il n'y a pas que ça. Être écologiste, c'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, être écologiste, c'est dire est-ce qu'on va vivre ou pas, ou survivre. Est-ce qu'on va survivre ou pas au processus d'autodestruction qu'on a enclenché. Alors on va me dire oui, vous êtes un marchand de peur. Oui, vous stigmatisez certaines populations. Non, je dis la vérité. Je dis la vérité, c'est un devoir quand on est adulte et responsable aujourd'hui de dire la vérité. Et justement, les films que j'ai faits, que ce soit Nos enfants accuseront ou Severn, se doivent de faire un constat réel, clair, parce qu'on se doit d'informer le public, qu'on a tendance de plus en plus à ne pas informer, à qui on cache la vérité et même à qui on ment, et de proposer des solutions. Et c'est ce que font ces films. D'abord à Barjac, où ce film casse le cou encore une fois à ce leitmotiv géré par l'agroalimentaire en disant que le bio c'est plus cher. Or Barjac, c'est 63% des foyers non imposables. Si une ville qui a 63 des foyers non imposables arrive à nourrir ses petits en bio, tout le monde peut le faire. Donc ça c'est faux. Le bio plus cher c'est faux. Et même en considérant que le bio est un peu plus cher, c'est le vrai prix. C'est le vrai prix si on veut que nos enfants forgent leur défense immunitaire quand ils sont petits pour après justement combattre les agressions de la vie. Voilà, c'est ça. Mais la politique à un moment a fait illusion. Le président Sarkozy a signé le pacte écologique de Nicolas Hulot. Eh bien, le président de la République est en train de renier ses engagements.
Oui, malheureusement, il n'est pas le seul. Très bien, Jean-Paul. Encore une question concernant le côté vertueux de ce que pourrait être un approvisionnement alimentaire. Le circuit court, ou les circuits courts, qui sont de plus en plus évoqués par certains politiques qui souhaiteraient mettre ça en place au niveau des collectivités. Alors là aussi, on est en pleine contradiction. On veut du circuit court. Or, il s'avère que le Code des marchés publics s'y oppose. Pourquoi? Parce que le Code des marchés publics interdit toute référence à une marque, on peut le comprendre, mais toute référence également à une origine géographique. C'est-à-dire que si je veux avoir du beurre Poitou-Charentes, par exemple, eh bien, je n'ai pas le droit de mentionner beurre Poitou-Charentes. Alors, est-ce que c'est pas une... Ça s'appelle la mondialisation. Et l'hypocrisie? C'est le refus de la diversité. La mondialisation a peut-être sans doute des qualités, certaines valeurs positives, mais avant tout, encore une fois, je répète le mot biodiversité. Rio 92, où Severn a fait son discours, premier sommet de la Terre, le premier sommet de la biodiversité. Donc, comment peut-on refuser la biodiversité? Comment peut-on refuser ce que donne le terroir de Poitou-Charentes? Comment peut-on refuser ce que donne le terroir, je dirais même, de l'Île-de-France ou d'Auvergne ou de la région Rhône-Alpes ou des Alpes, enfin de l'Isère? Comment peut-on refuser ça? C'est notre richesse, elle est là. Notre vraie richesse, elle est là. Très bien. Alors, une question concernant la qualité. Alors, la qualité, en France, on a eu tendance à la voir uniquement sous le prisme de la qualité bactériologique. Oui. Voilà. Mais on a oublié l'essentiel, c'est-à-dire la qualité gustative, organoleptique. Oui. Un produit doit être bon si on veut qu'il soit consommé, et la qualité nutritionnelle. Alors là aussi, de plus en plus, on fait en sorte que les menus soient équilibrés, mais ça reste quand même marginal. Est-ce qu'un jour on arrivera quand même à retourner vers de l'authenticité en restauration? Oui, quand on refusera la mondialisation au niveau de l'alimentation, pourquoi tout le peuple de la Terre doit manger la même chose? Pourquoi? Est-ce qu'on va un jour, encore une fois, refuser ce formatage de la nourriture? Que chacun garde son identité, que chacun garde ses richesses. Mais il faut vraiment le refuser. Bon. Et si on parlait de confiscation du vivant? On en a parlé tout à l'heure, avant le début de l'émission. Alors, confiscation du vivant, c'est notamment les brevets. Oui. Alors, est-ce que le brevet, c'est moral? Est-ce que c'est éthique? La façon dont c'est fait, non. La façon dont c'est fait, absolument pas. Sous prétexte de nourrir la planète, prétexte fallacieux, mensonge, on a modifié les gènes des plantes, entre autres. On les a modifiés artificiellement. Alors on va répondre, oui, mais il y a tout le temps eu des modifications. Ces modifications de gènes, ça s'est fait naturellement. Là, c'est l'homme, donc de façon artificielle. Première chose. Et c'est fait essentiellement pour que ces plantes résistent à un pesticide qui s'appelle le Roundup, produit par Monsanto. C'est fait essentiellement pour ça. Et l'agriculteur, le paysan sur la planète, depuis qu'il sème, qu'il récolte, tous les ans, il ressème ses meilleures semences. Et avec ces OGM, ces plantes OGM, enfin ces PGM, on devrait dire, eh bien tous les ans, l'agriculteur devra, comme elles deviennent hybrides, devra acheter à Monsanto ces graines. Donc on revient à ce que disait M. Kissinger et ses amis de la Fondation Rockefeller. Ils vont posséder l'alimentation. C'est ce qu'ils sont en train de faire dans les pays, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, mais pas en France encore. Parce qu'en France, il y a des gens qui s'y sont opposés, des résistants, comme José Bové, les faucheurs volontaires, il y a des gens qui se sont opposés. Des scientifiques, comme Gilles-Éric Serralini, comme Vélo, Monsieur Vélo, comme Jean-Pierre Berland, des gens qui s'y sont opposés. Voilà. Et heureusement, en France, on a réussi à protéger notre terroir et notre agriculture de ces OGM et de cette pour l'instant, à peu près de cette confiscation du vivant. Oui. Alors concernant ce sujet... Alors qu'il faut savoir aussi, ces OGM n'ont pas des rendements supérieurs à l'agriculture classique, même bio, ils n'ont pas des rendements supérieurs. C'est très variable, ils n'arrivent pas à maîtriser. Récemment en Arkansas, ils se sont aperçus que les plantes sauvages
qu'il voulait détruire avait réussi à résister et était en train de tout envahir, et là il ne maîtrise plus rien. C'est-à-dire que si on fait la moyenne des plantes aux États-Unis, des cultures OGM, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas supérieures. Alors par certains endroits, certaines régions, elles sont sans doute supérieures, mais si on fait la moyenne, elles ne sont pas supérieures. C'est essentiellement fait pour confisquer, comme vous le disiez au début de votre question, le vivant. Alors moi j'ai eu connaissance d'un scandale, parce que c'est un scandale, le scandale du haricot jaune. C'est un Américain, Harry Proctor, qui en 1994 est parti en voyage au Mexique, dans une petite province du Mexique, et là il a découvert une variété de haricot, le haricot jaune, qu'il a breveté. Et il s'avère qu'après l'avoir breveté, les petits producteurs mexicains ne pouvaient plus exporter, puisqu'il était détenteur du brevet, ce monsieur Proctor. Et donc certains producteurs ont tenté malgré tout d'exporter leurs produits vers les États-Unis, et ils ont été attaqués. Donc c'est une histoire qui s'est terminée en justice. Alors un brevet peut être cassé, mais ça nécessite quand même de gros moyens financiers, c'est de l'ordre de 200 000 $. C'est sûr, je vais répondre, mais tout de suite faire une petite parenthèse. La somme, vous connaissez la somme que Monsanto a investie depuis 10 ans juste pour la communication sur les OGM? 1,5 milliard. 1,5 milliard. C'est-à-dire Monsanto a beaucoup d'argent. Elle a sans doute les meilleurs avocats, mais moi, ce dont je suis à propos de brevetage, ce que j'arrive pas à comprendre, mais je pense qu'il va falloir réagir, et qu'il y a d'autres avocats sur la planète qui sont capables de défendre l'intérêt de l'humanité. Ces gens-là, de Monsanto ou autres, qui brevettent ces plantes, à qui ils ont payé pour breveter ces plantes? C'est le patrimoine de l'humanité. Quelle que soit la plante que l'on modifie génétiquement, c'est le patrimoine de l'humanité. Il faudrait, avant de la breveter, payer à l'humanité et aux vivants, c'est-à-dire 3 milliards d'années, à l'humanité. C'est le patrimoine de l'UNESCO. C'est le patrimoine. C'est à tous les citoyens de la planète depuis des siècles. Donc de quel droit ces gens-là s'emparent et brevettent, et après font payer les enfants de ceux qui ont travaillé pendant des années pour faire évoluer cette agriculture. Voilà, donc je pense qu'il est grand temps qu'il y ait des avocats sur la planète qui se réunissent et qui décident de contester ce hold-up sur le vivant. Oui, donc ceux qui se drapent comme ça du manteau de la philanthropie et du progrès sont finalement des gens qui leurrent et qui abusent. Sont des spéculateurs. Tout à fait, et qui abusent de la faiblesse de petits producteurs qui ne demandent qu'à vivre. Bien sûr, moi je dis souvent, j'ai souvent des débats, j'ai accompagné nos enfants accuseront et j'accompagne aussi Severn pour de nombreux débats. Il y a des agriculteurs qui viennent, de plus en plus. L'autre jour, il y a même à Marmande des pro-OGM qui sont venus. Eh bien, je leur dis, avant, vous étiez des paysans. Au sortir de la guerre, on a dit, vous n'êtes plus des paysans, vous êtes des exploitants. Aujourd'hui, vous n'êtes plus des exploitants, vous êtes des exploités. Vous êtes des exploités. Ces firmes, ces spéculateurs vous exploitent. Est-ce que vous allez un jour refuser d'être exploité de cette façon? Il y a quelques mois, je recevais Colline Serrault, qui a réalisé aussi un film percutant concernant... Très important, un film très important. Absolument, donc elle a sillonné le monde pendant 3 ans, elle a rencontré de petits producteurs de tous les continents, et je voulais savoir, parce que nous avons parlé de Nos enfants nous accuseront, est-ce que vous arrivez à vous rencontrer, à échanger? Pas assez. Je regrette, j'avais proposé à Yann Arthus Bertrand, Nicolas Hulot, Colline Serrault de faire une espèce d'association, de comité de cinéastes environnementaux. Mais encore une fois, c'est très difficile de faire des films de long métrage où chacun est dans ses préoccupations. Mais ce que je déplore, et j'espère que ça se fera un jour, j'espère qu'on arrivera à constituer un collectif de réalisateurs. L'union fait la force. Bien sûr, j'espère, mais pour répondre à votre question, je déplore qu'on ne se rencontre pas plus. Alors pour en revenir au circuit court, Jean-Paul, moi je me pose une question.
les circuits courts, c'est bien, mais est-ce que d'une certaine manière, ça ne va pas aller en opposition avec les efforts de certains? Je pense à Max Havelaar et à Oxfam, qui font tout pour aider les petits producteurs des pays tiers à exporter leurs produits vers l'Occident. Mais il n'est pas question qu'ils n'exportent plus. C'est avant tout, enfin, la logique et l'intelligence, c'est d'abord de mettre en valeur ces terres, son terroir. Alors commençons par mettre en valeur notre terroir, et puis, mais ce qui ne nous empêche pas d'acheter, bien sûr, mais la planète est un pays. Un pays. Vous parlez bien sûr du commerce équitable, où on aide enfin ces agriculteurs à vivre décemment. En réalité, on dit exporter. Alors l'exportation leur permet de vivre décemment, mais ils pourraient aussi vivre décemment chez eux en cultivant une agriculture vivrière, en développant une agriculture vivrière respectueuse de l'environnement, bien sûr. Mais il n'est pas question d'arrêter bien sûr ce mouvement. Mais encore une fois, et je me répète, mais je le répéterai encore s'il le faut, cultivons selon une méthode respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le bio, notre terroir, nos terres à nous. Oui. Mais il n'est pas question de ne plus manger d'oranges, encore une fois, de ne plus manger des ananas ou des bananes, même si elles sont remplies de chlordécone, voilà, ce qu'a dénoncé le professeur Bellepomme. Mais il est pas question. La planète, elle est petite, ce n'est qu'un pays, et ce terroir, tous les peuples de la planète peuvent en profiter. Parce que c'est ça la vie. Oui, les distances ne sont plus ce qu'elles étaient il y a encore 40 ans. Bien sûr. Alors on nous dit les distances. Oui, les distances. Ah oui, ça génère du CO2. Mais travaillons sur les énergies renouvelables. Travaillons sur autre chose que l'énergie fossile qu'on a pillée. De quel droit 2 ou 3 générations ont pillé toutes les réserves d'énergie fossile? Les générations futures, elles peuvent avoir besoin d'énergie fossile. Il n'y en aura plus. De quel droit on fait ça encore? Donc travaillons sur des énergies renouvelables propres. Surtout pas sur le nucléaire parce que c'est pas propre. Encore une fois, quoi que le dise le président de la République, c'est ni une énergie verte, ni propre, et ni renouvelable. Donc travaillons sur des vraies énergies renouvelables. Le solaire. Depuis 68, on parle du solaire. Depuis 68, on dit qu'il faut développer le solaire. Quel est le budget d'investissement du solaire depuis 68? C'est rien, c'est que dalle. C'est que dalle par rapport au nucléaire, c'est rien du tout. Alors investissons réellement, que les politiques investissent réellement, plutôt que de couper les arbres qui entre autres. Il n'y a plus d'oiseaux. C'est terrible les chants d'oiseaux, c'est dérangeant. Hein. Puis ils font caca aussi. Ils font caca sur les tables des restaurants. C'est grave, il faut se méfier des crottes d'oiseaux sur les tables ou sur une veste, il faut faire attention. Jean-Paul, pour conclure. Non, je vais dire autre chose, que c'est très important. On ne fera pas le couper, ça j'espère qu'on ne le coupera pas. Il y a une autre chose aussi qui est aberrante. À propos, parce que caca, pipi, ça fait toujours rire, donc on va quand même essayer d'être un peu drôle. Il y a un truc que je trouve aussi délirant, quoi. C'est qu'on manque d'eau. Le principal souci dans quelques années, c'est avec l'eau. Or, qu'est-ce qu'on fait, nous, tous les pays occidentaux, les pays industrialisés? On fait pipi et caca dans l'eau potable. On est conscient de ça. Qu'on pisse et on chie dans l'eau potable, cher monsieur. C'est bien, vous trouvez ça bien? Mais c'est absolument délirant, quoi. C'est absolument délirant. Est-ce qu'on va un jour décider d'utiliser... Moi, bien sûr que je suis pour les chasses d'eau telles que c'est, pourquoi pas, si on ne peut pas mettre de toilettes sèches. Ceci dit, les toilettes sèches, je n'ai jamais vu d'endroit qui sentent aussi bon que les toilettes sèches. Parce que les toilettes sèches, c'est quoi? Je ne sais pas si vos téléspectateurs le savent. C'est tout simplement... On recouvre nos petits cacas et nos petits pipis de cire de bois. Et donc souvent ce sont des essences dont on se parfume. Donc ça sent très bon les toilettes sèches. Bon, mais on ne peut pas partout installer des toilettes sèches, mais au moins qu'on utilise de l'eau usée, c'est-à-dire de l'eau de vaisselle ou de l'eau du bain ou de la douche, qu'on trouve un système, la technologie nous le permet, on est au XXIe siècle, pour réutiliser ça pour nos toilettes. Voilà. Mais on fait pipi et caca dans l'eau potable. C'est délirant, c'est indécent vis-à-vis de ceux qui n'ont pas d'eau. La majorité des gens, 1 milliard de personnes ne mangent pas à leur faim parce que surtout ils n'ont pas d'eau. Les petites filles du Niger, elles font 30 bornes pour aller chercher de l'eau dans les puits en Afrique. Mais c'est d'une indécence sans nom, quoi. Pour conclure, Jean-Paul, est-ce qu'on peut espérer lutter contre la malbouffe, la malnutrition, la surnutrition également, en passant par l'éducation?
Bien sûr. La sensibilisation. Bien Est-ce sûr. qu'on peut imaginer, par exemple, aux élèves de terminale, c'est un appel qu'on pourrait lancer au président de région, donner des cours de cuisine basique, Bien sûr. à des jeunes en fin de formation, futurs étudiants, pour qu'on en finisse de voir toutes ces boîtes de pizza, ces boîtes de conserve au niveau des crousses. Est-ce que ce Bien serait pas une sûr, bonne façon? l'éducation c'est très important. Je fais encore référence à Nos enfants nous accuseront. À Barjac, il y a des séquences génériques souvent, c'est le potager. Pendant un an, les enfants de CM1, CM2 font un potager. Et ça, c'est une éducation en plus qui est amusante, quelque part. Pendant les récréations, même les enfants vont dans le potager participer à l'entretien. Et c'est festif, ça devient festif. Et à la fin, ils récoltent les fruits de leur travail. Voilà, donc ça fait partie de l'éducation. C'est simple, ce n'est pas fastidieux, et c'est très simple. Et ça permet à nos enfants de ne plus être hors sol, c'est-à-dire d'être en osmose avec le sol, avec la terre, avec cette petite couche de terre végétale qu'il y a sur la planète et qui nous nourrit. Sans cette petite couche, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger les parpaings de la belle place de Poitiers, de la place de l'Hôtel de Ville. On va manger le macadam des autoroutes. On va manger les pneus des voitures usagées. Enfin, ils vont manger nos enfants ou nos petits-enfants. Ils vont manger les carrosseries rouillées des camions et des véhicules. Qu'est-ce qu'ils vont manger s'il n'y a plus cette couche? Alors, ils vont manger les protéines en ouvrant des robinets, des protéines remplies de produits chimiques aux OGM, protéines végétales et animales en ouvrant des robinets et puis avec des canettes dans du métal, dans de l'aluminium. C'est ça qu'on veut? C'est pas ça. La vie, c'est notre écosystème, c'est être en harmonie avec notre environnement. Soyons en harmonie, voilà. Et cette harmonie, bien sûr, elle passe par l'éducation. Je vais même dire encore une chose qui est assez incroyable. Dans Severn, la voix de nos enfants, il y a des séquences au Japon. Et j'ai pas pu m'empêcher au Japon de parler d'Hiroshima. Eh bien, l'autre jour, j'ai fait un débat au Mans, qui n'est pas une petite ville, hein, et il y a des jeunes mamans qui ont vu des images, parce que j'ai montré des images d'Hiroshima, qui sont dures, mais il faut les montrer. Parce qu'elle dit, pour nous, Hiroshima, c'était qu'un champignon atomique. C'était un champignon, un nuage, voilà. Et il y a un petit garçon aussi, au cours d'un autre débat que j'ai fait en Cerdagne, 11 ans, 6e, il est en 6e, il dit, monsieur, je viens d'apprendre ce que c'est que la bombe atomique. Un gamin qui est en 6e, qui rentre au collège, il ne sait pas ce que c'est que la bombe atomique. Alors que des bombes atomiques, il y en a combien sur la planète? Qui sont 1000 fois plus puissantes chacune qu'Hiroshima. Et on maintient les gens dans cette ignorance, et vous avez complètement raison. L'éducation, elle passe par là. L'éducation, elle passe par de dire la vérité, et comment vivre en harmonie avec la planète, et surtout entre nous, peuples de tous les pays, mais peuples que d'un seul pays. Il y a Dany Laferrière, je me suis permis de citer dans Severn, notamment pour une séquence qui se déroule en Poitou-Charentes, à Biussac, c'est un village de Charente à côté de Ruffec. Dany Laferrière, après le séisme de Tahiti en 2010, a dit une phrase formidable. La culture, ce n'est pas un luxe, c'est l'âme du peuple haïtien. Eh bien moi, je me permets de rajouter à ce que vient de dire Dany Laferrière, la culture, ce n'est pas un luxe, c'est l'âme du peuple haïtien, mais c'est l'âme de tous les peuples de la planète. Merci Jean-Paul. Avant de conclure, est-ce que toutes les régions de France en sont au même niveau, au niveau du bio? Ou est-ce que certaines sont en avance, d'autres en retard? Je pose la question parce qu'en Poitou-Charentes, nous avons perdu la plateforme de distribution de produits bio qui s'appelait Paysans Biodistribution, ce qui a un petit peu désorganisé les filières. Alors est-ce que dans le reste de la France... C'est la première fois que j'entends qu'une plateforme en distribution bio disparaît. C'est la première fois. Bon, il est évident qu'il y a des différents états d'avancement, malheureusement je dirais de retard, hein, parce que, alors je crois que c'est la Drôme, qui est le département de la Drôme, qui est le plus avancé. Avec l'Ardèche aussi. Oui, la Drôme, je crois qu'elle doit avoir 15 ou 16% en bio, mais il y en a d'autres qui ont à peine 2%, d'autres moins, mais bon, on ne peut pas appeler ça une avancée. Ils ne font que rattraper un retard énorme, voilà, qui a été accentué avec Jacques Chirac, qui a arrêté les subventions aux reconversions bio.
et puis qui aujourd'hui continue à être, ce qu'a enclenché M. Chirac continue à être accentué. M. Pisani, qui était grand ministre de l'Agriculture du général de Gaulle et de Pompidou, est allé à Barjac. Il est allé au village de Barjac, voir le maire de Barjac, pour lui dire ce que vous faites est formidable, et pour lui dire finalement je me suis trompé quelque part. Et je pense que ça c'est quand même très significatif quand un ministre comme M. Pisani qui était un grand ministre, quelques années après fait ce constat, je pense que c'est clair. Le mot de la fin, Jean-Paul. En conclusion, une note d'espoir ou d'espérance. Je suis pour la croissance culturelle, vraiment. Et le mot de la fin, c'est Severn. C'est ce que dit Severn. On parle beaucoup. Il y a même des politiques qui parlent beaucoup. Mais ce qu'elle a dit à Rio, surtout, et ce qui est aujourd'hui encore plus que d'actualité, qu'à vos paroles succèdent les actes. Et on peut tous agir. Mais agissons dès maintenant. Très bien. Alors, je remercie Jean-Paul Jaude qui a gardé son tempérament et sa gouaille. C'est un homme qui ne connaît pas la langue de bois, que j'apprécie beaucoup personnellement. De bois bio. De bois bio. Alors je vous invite très honnêtement à aller voir ce film. Nos enfants nous accuseront, c'était un chef-d'œuvre, j'ai vu à 2 reprises. Gros succès, ça a cartonné dans les salles de cinéma. Je vous invite vraiment à aller voir ce film qui en vaut la peine. Merci et puis je vous dis à bientôt.